Claude Gueux, de Victor Hugo. Adaptation, Hélène Bleskine. Musique originale, Krishna Levy. Il y a 7 ou 8 ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris. Il avait avec lui une fille qui était sa maîtresse et un enfant de cette fille. Je dis les choses comme elles sont, laissant le lecteur ramasser les moralités à mesure que les faits les sèment sur leur chemin. L'ouvrier était capable, habile, intelligent, fort mal traité par l'éducation, fort bien traité par la nature, ne sachant pas lire et sachant penser. Un hiver, l'ouvrage manqua. Pas de feu ni de pain dans le galetas. L'homme, la fille et l'enfant eurent froid et faim. L'homme vola. Je ne sais ce qu'il vola, je ne sais où il vola. Ce que je sais, c'est que de ce vol, il résulta 3 jours de pain et de feu pour la femme et pour l'enfant, et 5 ans de prison pour l'homme. L'homme fut envoyé faire son temps à la maison centrale de Clairvaux. Arrivé là, on le mit dans un cachot pour la nuit et dans un atelier pour le jour. Ce n'est pas l'atelier que je blâme. Claude Gueux, honnête ouvrier naguère, voleur désormais, était une figure digne et grave. Il avait le front haut, déjà ridé, quoique jeune encore, quelques cheveux gris perdus dans les touffes noires. C'était une belle tête. On va voir ce que la société en a fait. Il avait la parole rare, le geste plus fréquent, quelque chose d'impérieux dans toute sa personne et qui se faisait obéir. L'air pensif, sérieux plutôt que souffrant. Il avait pourtant bien souffert. Dans le dépôt où Claude Gueux était enfermé, il y avait un directeur des ateliers, espèce de fonctionnaire propre aux prisons qui tient tout ensemble du guichetier et du marchand, qui fait en même temps une commande à l'ouvrier et une menace aux prisonniers, qui vous met l'outil aux mains et les fers aux pieds. Celui-là était lui-même une variété dans l'espèce, un homme bref, tyrannique, obéissant à ses idées, toujours à courte bride sur son autorité, dur plutôt que ferme, ne raisonnant avec personne, pas même avec lui. Quand cet homme donc avait une fois ajusté ce qu'il appelait sa volonté à une chose absurde, il allait tête haute et à travers toute broussaille jusqu'au bout de la chose absurde. L'entêtement sans l'intelligence, c'est la sottise soudée au bout de la bêtise et lui servant de rallonge. Nous avons dit qu'une fois arrivé à Clairvaux, Claude Gueux fut numéroté dans un atelier et rivé à une besogne. Au bout de quelques mois, Claude s'acclimata à l'air de la prison et parut ne plus songer à rien. Une certaine sérénité sévère, propre à son caractère, avait repris le dessus. Au bout du même espace de temps à peu près, Claude avait acquis un ascendant singulier sur tous ses compagnons. Comme par une sorte de convention tacite, et sans que personne sût pourquoi, pas même lui, tous ces hommes le consultaient, l'écoutaient, l'admiraient et l'imitaient, ce qui est le dernier degré ascendant de l'admiration. En moins de 3 mois, donc, Claude était devenu l'âme, la loi et l'ordre de l'atelier. Et par une réaction toute naturelle, aimé des prisonniers, il était détesté des geôliers. Cela est toujours ainsi. La popularité ne va jamais sans la défaveur. L'amour des esclaves est toujours doublé de la haine des maîtres. Claude Gueux était grand mangeur. C'était une des particularités de son organisation. Il avait l'estomac fait de telle sorte que la nourriture de 2 hommes ordinaires suffisait à peine à sa journée. Claude avait donc habituellement faim dans la prison de Clairvaux. Il avait faim, et c'était tout. Il n'en parlait pas. C'était sa nature ainsi. Un jour, un jeune homme, pâle, blanc, faible, vint se placer près de lui. Il tenait à la main sa ration,
à laquelle il n'avait pas encore touché, et un couteau. Que veux-tu? Que tu me rendes un service. Quoi? Que tu m'aides à manger cela. J'en ai trop. Une larme coula dans l'œil hautain de Claude. Il prit le couteau, partagea la ration du jeune homme en 2 parts égales, en prit une et se mit à manger. Merci. Si tu veux, nous partagerons comme cela tous les jours. Comment t'appelles-tu? Albin. Pourquoi es-tu ici? J'ai volé. Moi aussi. Ils partagèrent en effet de la sorte tous les jours. Une étroite amitié se noua entre ces 2 hommes. Amitié de père à fils plutôt que de frère à frère. Albin était encore presque un enfant. Claude était déjà presque un vieillard. Ils travaillaient dans le même atelier. Ils couchaient sous la même clé de voûte. Ils se promenaient dans le même préau. Ils mordaient au même pain. Chacun des 2 amis était l'univers pour l'autre. Il paraît qu'ils étaient heureux. Nous avons déjà parlé du directeur des ateliers. Cet homme, haï des prisonniers, était souvent obligé, pour se faire obéir d'eux, d'avoir recours à Claude Gueux, qui en était aimé. En effet, pour contenir les prisonniers, 10 paroles de Claude valaient 10 gendarmes. Claude avait maintes fois rendu ce service au directeur. Aussi, le directeur le détestait-il cordialement. Il était jaloux de ce voleur. Il avait au fond du cœur une haine secrète, envieuse, implacable contre Claude. Claude aimait beaucoup Albin et ne songeait pas au directeur. Un jour, un guichetier appela Albin qui était à côté de Claude et le prévint que le directeur le demandait. La matinée se passa. Albin ne revint pas à l'atelier. Le soir, quand on ramena les prisonniers dans leur dortoir, Claude y chercha des yeux Albin et ne le vit pas. Il paraît qu'il souffrait beaucoup dans ce moment-là, car il adressa la parole à un guichetier, ce qu'il ne faisait jamais. Est-ce qu'Albin est malade? Non. D'où vient donc qu'il n'a pas reparu aujourd'hui? Oh, c'est qu'on a changé de quartier. Qui a donné cet ordre-là? Monsieur D. Le directeur des ateliers s'appelait Monsieur D. La journée du lendemain se passa comme la journée précédente, sans Albin. Le soir, à l'heure de la clôture des travaux, le directeur, Monsieur D, vint faire sa ronde habituelle dans l'atelier. Monsieur, est-ce vrai qu'on a changé Albin de quartier? Oui. Monsieur, j'ai besoin d'Albin pour vivre. Vous savez que je n'ai pas assez de quoi manger avec la ration de la maison et qu'Albin partageait son pain avec moi. C'est son affaire. Monsieur, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire remettre Albin dans les mêmes quartiers que moi? Impossible. Il y a décision prise. Par qui? Par moi. Monsieur, c'est la vie ou la mort pour moi, et cela dépend de vous. Je ne reviens jamais sur mes décisions. Monsieur, est-ce que je vous ai fait quelque chose? Rien. En ce cas, pourquoi me séparez-vous d'Albin? Parce que... Nous sommes forcés de dire que le chagrin de cette séparation n'altéra en rien la voracité en quelque sorte maladive du prisonnier. Rien d'ailleurs ne parut sensiblement changé en lui. Il se promenait seul dans le préau aux heures de récréation, et il avait faim. Rien de plus. Cependant, ceux qui le connaissaient bien remarquaient quelque chose de sinistre et de sombre, qui s'épaississait chaque jour de plus en plus sur son visage. Tous les soirs, depuis l'explication que lui avait donnée le directeur, il faisait une espèce de chose folle qui étonnait de la part d'un homme aussi sérieux. Au moment où le directeur passait devant le métier de Claude, Claude levait les yeux et le regardait fixement, puis il lui adressait d'un ton plein d'angoisse et de colère ces 2 mots seulement. Et Albin? Le directeur faisait semblant de ne pas entendre ou s'éloignait en haussant les épaules.
Cet homme avait tort de hausser les épaules, car il était évident pour tous les spectateurs de ces scènes étranges que Claude Gueux était intérieurement déterminé à quelque chose. Toute la prison attendait avec anxiété quel serait le résultat de cette lutte entre une ténacité et une résolution. Un dimanche, comme il se tenait dans le préau, assis sur une pierre, les coudes sur les genoux et son front dans ses mains, le condamné Fayette s'approcha de lui et lui cria en riant « Que diable fais-tu donc là, Claude ?» Claude leva lentement sa tête sévère et dit « Je juge quelqu'un. » Un soir enfin, le 25 octobre 1831, au moment où le directeur faisait sa ronde, Claude brisa sous son pied un verre de montre. D'où vient ce bruit ? Le directeur demanda d'où venait ce bruit. Ce n'est rien, c'est moi. Monsieur le directeur, rendez-moi mon camarade. Impossible. Il le faut pourtant. Réfléchissez. Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre. Je vous donne jusqu'au 4 novembre. Le 4 novembre arriva. Ce jour-là, Claude s'éveilla avec un visage serein. En se levant, il fouilla dans une espèce de caisse de bois blanc qui était au pied de son lit, et il en tira une paire de ciseaux de couturière. C'était, avec un volume dépareillé de l'Émile, la seule chose qui lui resta de la femme qu'il avait aimée, la mère de son enfant. Ce matin-là, il travailla avec plus d'ardeur qu'à l'ordinaire. Jamais il n'avait fait si vite et si bien. Un peu avant midi, il descendit à l'atelier des menuisiers situé au rez-de-chaussée. Claude était aimé, là comme ailleurs, mais il y entrait rarement. On l'entoura, ce fut une fête. Claude jeta un coup d'œil rapide dans la salle. Pas un des surveillants n'y était. Qui est-ce qui a une hache à me prêter? Pourquoi faire? C'est pour tuer ce soir le directeur des ateliers. On lui présenta plusieurs haches à choisir. Il prit la plus petite qui était fort tranchante, la cacha dans son pantalon et sortit. Il y avait là 27 prisonniers. Il ne leur avait pas recommandé le secret. Tous le gardèrent. Le reste de la journée fut à l'ordinaire. À 7 heures du soir, on renferma les prisonniers. Claude Gueux fut donc verrouillé comme les autres dans son atelier avec ses compagnons de métier. Une fois que les surveillants les eurent laissés seuls, Claude se leva debout sur son banc. Vous savez tous qu'Albin était mon frère. Je n'ai pas assez de ce qu'on me donne ici pour manger. Même en achetant que du pain avec le peu que je gagne, cela ne suffirait pas. Albin partageait sa ration avec moi. Je l'ai aimé d'abord parce qu'il m'a nourri, ensuite parce qu'il m'a aimé. Le directeur, Monsieur D, nous a séparés. Cela ne lui faisait rien que nous fussions ensemble, mais c'est un méchant homme qui jouit de tourmenter. Je lui ai redemandé Albin. Vous avez vu? Il n'a pas voulu. Je lui ai donné jusqu'au 4 novembre pour me rendre Albin. Il m'a fait mettre au cachot pour avoir dit cela. Moi, pendant ce temps-là, je l'ai jugé. Et je l'ai condamné à mort. Nous sommes au 4 novembre. Je vous préviens que je vais le tuer. Avez-vous quelque chose à dire à cela? Tous gardèrent le silence. Claude reprit. Je sais bien que je vais Il parla, à ce qu'il paraît, avec une éloquence singulière, qui d'ailleurs lui était naturelle. Il déclara qu'il savait bien qu'il allait faire une action violente, mais qu'il ne croyait pas qu'il avait tort. Que la nécessité de se faire justice soi-même était un cul-de-sac où l'on se trouvait engagé quelquefois. Qu'à la vérité, il ne pouvait prendre la vie du directeur sans donner la sienne propre, mais qu'il trouvait bon de donner sa vie pour une chose juste. Mais que si quelqu'un avait une objection à lui faire, il était prêt à l'écouter. Une voix seulement s'éleva et dit qu'avant de tuer le directeur, Claude devait essayer une dernière fois de lui parler et de le fléchir. C'est juste. Et je le ferai.
Une fois que cette étrange cour de cassation eut en quelque sorte ratifié la sentence qu'il avait portée, Claude reprit toute sa sérénité. Il mit sur une table tout ce qu'il possédait en linge et en vêtements, et il distribua tout. Puis il les embrassa tous. Quelques-uns pleuraient, il souriait à ceux-là. Tous s'attendaient. Le moment approchait. Tout à coup, on entendit un coup de cloche. C'est l'avant-quart. Claude traversa gravement une partie de la salle et alla s'accouder sur l'angle du premier métier à gauche, tout à côté de la porte d'entrée. Son visage était parfaitement calme et bienveillant. 9 heures sonnèrent. La porte s'ouvrit. Le directeur entra. En ce moment-là, il se fit dans l'atelier un silence de statue. Tout à coup, le directeur se détourna brusquement, surpris d'entendre un pas derrière lui. C'était Claude, qui le suivait en silence depuis quelques instants. Que fais-tu là, toi? Pourquoi n'es-tu pas à ta place? Monsieur le directeur, je vous en supplie, remettez Albin avec moi. Vous verrez comme je travaillerai bien. Impossible, c'est dit. Voyons, ne m'en parle plus. Tu m'ennuies. Dites-moi pourquoi vous l'avez séparé de moi. Je te l'ai déjà dit. Parce que... Claude avait reculé d'un pas. Les 80 statues qui étaient là virent sortir de son pantalon sa main droite avec la hache. Cette main se leva et, avant que le directeur eût pu pousser un cri, 3 coups de hache, chose affreuse à dire, assénés dans la même entaille, lui avaient ouvert le crâne. Le directeur était mort. Alors Claude jeta la hache et cria « À l'autre maintenant !» L'autre, c'était lui. On le vit tirer de sa veste les petits ciseaux de sa femme et il se les enfonça dans la poitrine. Il y fouilla longtemps et enfin il tomba baigné dans son sang, évanoui sur le mort. Lequel des deux était la victime de l'autre? Quand Claude reprit connaissance, il était dans un lit, couvert de bandages, entouré de soins. Les interrogatoires commencèrent. On lui demanda si c'était lui qui avait tué le directeur. Il répondit oui. On lui demanda pourquoi. Il répondit parce que. Abrégeons. Le 16 mars 1832, il parut, étant parfaitement guéri, devant la cour d'assises de Troyes. Lorsqu'il fallut entamer le débat, il se présenta une difficulté singulière. Aucun des témoins des événements du 4 novembre ne voulait déposer contre Claude. Il leur commanda de déposer. Ils dirent ce qu'ils avaient vu. Il y eut un moment où les femmes qui étaient là pleurèrent. L'huissier appela le condamné Albin. Il entra en chancelant. Il sanglotait. Les gendarmes ne purent empêcher qu'il n'allât tomber dans les bras de Claude. Claude le soutint et dit en souriant au procureur du roi « Voilà un scélérat qui partage son pain avec ceux qui ont faim. » Puis il baisa la main d'Albin. La liste des témoins épuisée, monsieur le procureur du roi se leva et prit la parole en ces termes. « Messieurs les jurés, Messieurs les jurés, la société serait ébranlée jusque dans ses fondements si la vindicte publique n'atteignait pas les grands coupables comme celui-ci, etc. » L'avocat de Claude parla. Claude jugea que tout n'était pas dit. Il se leva à son tour. Il parla debout, avec une voix pénétrante. Il dit les choses comme elles étaient, convint de tout, regarda l'article 293 en face et posa sa tête dessous. Les débats fermés, le président fit son résumé impartial et lumineux. Il en résulta ceci: une vilaine vie, un monstre en effet. Après un quart d'heure de délibération sur la déclaration des 12 champenois qu'on appelait messieurs les jurés, Claude Gueux fut condamné à mort.
Le 8 juin 1832, 7 mois et 4 jours après le fait, l'expiation arriva. Ce jour-là, à 7 heures du matin, le greffier du tribunal entra dans le cachot de Claude et lui annonça qu'il n'avait plus qu'1 heure à vivre. Son pourvoi était rejeté. Allons. J'ai bien dormi cette nuit. Sans me douter que je dormirai encore mieux la prochaine. À 8h moins un quart, il sortit de la prison avec tout le lugubre cortège ordinaire des condamnés. Il était à pied, pâle, l'œil fixé sur le crucifix du prêtre, mais marchant d'un pas ferme. Le 8e coup n'était pas encore sonné que cette noble et intelligente tête était tombée. Nous avons cru devoir raconter en détail l'histoire de Claude Gueux parce que, selon nous, tous les paragraphes de cette histoire pourraient servir de tête de chapitre au livre où serait résolu le grand problème du peuple au XIXe siècle. Dans cette vie importante, il y a 2 phases, 2 questions. Question de l'éducation, question de la pénalité. Et, entre ces 2 questions, la société tout entière. Cet homme, certes, était bien né, bien organisé, bien doué. Que lui a-t-il manqué? Réfléchissez. C'est là le grand problème de proportion dont la solution encore à trouver donnera l'équilibre universel, que la société fasse toujours pour l'individu autant que la nature. Voyez Claude Gueux. Qui est réellement coupable? Est-ce lui? Est-ce nous? Question sévère, question poignante qui sollicite à cette heure toutes les intelligences. Quand on est en présence de pareils faits, on se demande à quoi pensent ceux qui gouvernent, s'ils ne pensent pas à cela. Messieurs des centres, messieurs des extrémités, le gros du peuple souffre. Que vous l'appeliez république ou que vous l'appeliez monarchie, le peuple souffre. Ceci est un fait. Le bagne est un vésicatoire absurde qui laisse résorber, non sans l'avoir rendu pire encore, presque tout le mauvais sang qu'il extrait. La peine de mort est une amputation barbare. Messieurs, il se coupe trop de têtes par an en France. Puisque vous êtes en train de faire des économies, faites-en là-dessus. Puisque vous êtes en verve de suppression, supprimez le bourreau. Avec la solde de vos 80 bourreaux, vous paierez 600 maîtres d'école. Donnez au peuple qui travaille et qui souffre, donnez au peuple pour qui ce monde-ci est mauvais, la croyance à un meilleur monde fait pour lui. Il sera tranquille, il sera patient. La patience est faite d'espérance. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la. Vous n'aurez pas besoin de la couper. C'était Claude Gueux de Victor Hugo. Adaptation Hélène Bleskine. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Philippe Bottier, Claude Gueux, Sébastien Accard, Albin, Vincent Viotti, le directeur, Jean-Christophe Quenon, le guichetier, et Tariq Betahar, Hugues Boucher, François Briot, André Abrusque, Franz de Brébant, Sébastien Faglin, Romain Lemire et Philippe Tolbiac. Musique originale, Krishna Levy. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Éric Boissé, Amandine Grevose. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Laure Egoroff.